Bon, ben, merci à tout le monde d'être là. Je suis très content pour ma première participation à Ludovia en tant que professeur, stagiaire, auditeur. Ben, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, pourquoi pas aussi proposer un petit truc que j'ai mis en pratique il y a quelques années déjà maintenant, mais par étapes progressives. Alors, je suis Tefas Coupe, professeur de physique-chimie au lycée de Théapou. C'est ma 20e année d'enseignement. Merci, ça ne se voit pas. Je devine un peu dans vos pensées. Et aujourd'hui, j'ai pensé opportun, modestement, de proposer une expérience, on va dire un peu complète, à partir de zéro sur les usages de l'espace Google for Education et en particulier Google Classroom, que certains, je pense, tout le monde en a entendu parler plus ou moins, mais ils ne voient pas forcément la différence avec ce qu'on fait avec un compte Google classique gratuit. Donc, un focus particulier sur Google Classroom. Pour arriver à utiliser, on va dire, normalement Google Classroom, il y a un petit historique que je dois faire. Alors, Google Classroom fait partie d'une suite d'applications proposées par Google. Il y a différentes versions de ces suites. Il y a des suites pour entreprises, il y a des suites pour le monde de l'éducation, il y a des versions payantes, mais ça commence déjà par une version gratuite. Historiquement, dans mon lycée, c'est parti d'une volonté de l'équipe de langue, anglais, espagnol, tahitien, qui, dans leur formation, commençaient déjà à utiliser ça avec les inspecteurs, avec les formateurs, et ils avaient proposé de mettre ça en place dans leur établissement. Mais ça nécessitait quand même une mise en place un peu technique, c'est-à-dire il y a l'espace d'hébergement à régler, et puis quelques autorisations administratives et techniques auprès de Google. Donc là, au lycée de Théapou, j'ai commencé à mettre ça en place en 2017. À l'époque, j'étais aussi missionné comme webmaster du lycée. Donc ça, c'est un peu tombé sur moi, la mission de mettre ça en place, parce qu'il fallait normalement aller faire quelques réglages justement dans l'interface d'administration du domaine du site du lycée. Je vais revenir un peu sur cette question de domaine juste après. Donc, Google Classroom from zero to hero. Étape préalable, quand on part vraiment de zéro, il faut avoir un nom de domaine pour votre établissement scolaire. C'est-à-dire, nous, on avait déjà un nom de domaine puisqu'on a voulu faire un site Internet en payant l'hébergement. Donc, j'avais choisi à l'époque lycée-tayarapu.com. C'est l'étape préalable. Et avec l'hébergeur, on a possibilité d'avoir gratuitement, c'est dans la plupart des forfaits des hébergeurs, un nom de domaine associé. Donc, quand on paye annuellement, tous les 2 ans, tous les 3 ans, l'hébergement est inclus dans la formule le nom de domaine. Deuxième étape, obtenir Google Workspace. Alors, pour le nom de domaine, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est toutes les extensions finales de nom de site Internet, en gros. Donc, ça peut être .net, .edu, .com, .info, etc. Je pense que j'avais fait un choix un peu malheureux au départ en prenant .com parce que c'était plutôt à visée commerciale. Du coup, au départ, Google ne voyait pas trop comment il pouvait attester de notre identité d'établissement scolaire. Il disait, ouais, mais vous êtes .com, du coup, vous êtes des commerçants, vous n'êtes pas de l'éducation. Donc, à la rigueur, un .edu peut faciliter la démarche, même si ce n'est pas impossible. Avec un .pf, un .org, ça fonctionnera quand même. Il faut juste être capable d'attester son identité en tant qu'établissement scolaire. Une fois qu'on a son nom de domaine, qu'on s'est occupé des petits détails techniques par rapport à cela, on va sur le site de Google, on cherche Google Workspace, il y a une page d'accueil dédiée à ça, sous l'autorisation du chef d'établissement, bien sûr, il faut faire ça avec le visa administratif, inscrire son établissement, valider son nom de domaine auprès de Google, ils sont censés vérifier, alors il y a un tutoriel pour ça, il y a une manipulation, il y a des fichiers à télécharger, et ensuite on est validé et on passe en période d'essai, ça dure 2 semaines. Donc on nous donne la main sur l'espace Google Workspace, on peut créer des comptes enseignants, des comptes élèves, on a accès à ce qu'on appelle une interface d'administration. Passé la période d'essai de 14 jours, on procède ensuite à l'activation finale du compte. On est mis en relation avec des personnels chez Google
On leur transmet quelques documents. Hein, ils ont besoin d'avoir un document qui atteste le fait que l'établissement est bien de l'éducation nationale du pays, que ce n'est pas une entreprise à but commercial. Il faut que les documents soient transmis par l'adresse officielle du chef d'établissement. Donc, tout ça, c'est des précautions normales, puisque c'est un contrat de gratuité totale. Et ça peut être quand même assez important en termes d'engagement financier que Google propose par rapport aux établissements, sachant le nombre d'établissements qu'ils peuvent toucher. En 2017, on n'avait pas de limitation officielle. Hein. Ils m'ont demandé combien de comptes à peu près. J'ai dit 2000 comptes, hein, les élèves, les profs, les administratifs. J'ai dit, bon, normalement, ça ne devrait pas dépasser 2000 comptes par an. Ils ont dit, OK. Combien de gigas j'ai droit? Ils m'ont dit, pour l'instant, il n'y a pas de limite. Mais si ça devient un peu trop significatif pour nous, on vous enverra un message à ce moment-là. Aujourd'hui, en 2023, depuis juillet 2022, ils ont quand même mis une limitation. Bon, preuve que ça se déploie. Et on est à 100 Tera d'espace de stockage. C'est le forfait. 100 Tera gratuitement. Et puis, du coup, il n'y a pas de limitation véritable sur le nombre de comptes. Je peux faire 5000 comptes si j'en ai l'utilité. C'est surtout maintenant le volume de données hébergées qui va imposer la limite. Ça a l'air trop beau, hein? Moi, j'étais très méfiant, je suis comme vous, je le suis toujours. Hein, donc, je constate, peut-être, hein, j'infirme ou je confirme mes craintes au fur et à mesure de l'usage. Hein. Pour l'instant, ça va quand même. Bon, ouais, alors je dois deviner vos pensées. Hein. Je ne laisserai pas forcément le temps de parler à chaque fois. Hein. J'ai beaucoup de choses à dire, donc j'essaie de deviner ce que vous pensez en même temps. Est-ce que c'est si simple que ça? En fait, au niveau des usages, normalement, vous connaissez déjà toutes ces applications plus ou moins, hein, entre Gmail, les équivalents de la suite Office, Docs, ou de Excel, ou de PowerPoint. Et alors, peut-être en prérequis personnel, si vous faites partie de l'équipe ou si vous êtes la personne qui met en place l'espace Google Workspace, bon, à un moment donné, il faudra communiquer un peu avec Google, donc ça se fait en anglais. Ça se fait en anglais par mail, ça se fait en anglais par chat. Ça se fait en anglais par téléphone. Alors, le personnel de Google technique, la plupart du temps, ils sont d'origine indienne. Donc, il y a aussi la barrière de l'accent. Hein. Alors, déjà, parler en anglais par téléphone avec des techniciens Google, mais qui ont un accent indien très, très fortement prononcé, c'est voilà, hein, c'est peut-être le petit obstacle qu'il faudra essayer de surmonter pour arriver à finaliser l'activation du compte. Hein. Alors, j'ai eu Google New York qui m'appelait sur mon Vini en plein après-midi et ça faisait bizarre. Donc, je passe les applications, on y reviendra si vous avez des questions après. C'est une partie. Hein. Il y a ce qu'on appelle un Google Marketplace, un magasin d'applications qui permet de brancher, de configurer beaucoup d'autres applications, soit qui proviennent de Google ou soit qui proviennent d'entreprises qui proposent des applications tierces. Bon, il y en a qui se disent peut-être, attends, je ne vois pas trop la différence avec le Gmail que j'ai déjà là, hein, c'est bien beau. On y vient. Et puis, franchement, les GAFAM, la RGPD, l'œil de Moscou et le réchauffement climatique des data centers, il y a de quoi en débattre. Absolument, je vous rejoins parfaitement. Hein. Il y a toutes ces questions-là aussi. Hein. Alors, les particularités. Déjà, vous avez une console d'administration. Je vous montrerai un peu en quoi ça consiste. Vous avez un accès assez verrouillé. Hein. C'est un espace quand même entre vous et les élèves. Ce n'est pas diffusé au grand public. Ils ont fait de gros efforts pour essayer de modifier leur contrat et à être totalement compatible avec la RGPD Europe, donc pour la protection des données, notamment s'agissant d'élèves, c'est encore plus sensible comme sujet. Donc, comme je le disais tout à l'heure, 100 Tera de stockage gratuit, compte illimité en nombre, application en ligne. La notion de partage de documents et de drive, ça s'appelait drive partagé à un moment donné, c'est devenu drive d'équipe. Il y a une grande différence entre un drive d'un compte personnel et un drive d'équipe, c'est que le drive d'équipe, il est détaché d'un compte personnel. On peut imaginer faire un drive partagé pour une équipe d'une discipline donnée, mathématiques, hein, ça va être drive mathématiques du collège de Taravao. Et même après que les enseignants aient quitté l'établissement, ce drive et les ressources qui sont présentes restera hein, pour les autres membres des équipes, parce que notamment dans le collège, au collège et au lycée, il y a du mouvement de personnel. Donc, ça permet une pérennité des ressources sur un très long terme.
Bon, sauf si les serveurs de Google prennent feu. Mais à ce moment-là, à mon avis, on sera peut-être proche de la fin du monde, hein, je ne sais pas. Numérique peut-être. Hein. Et Google Classroom. Bon, OK, admettons, vas-y, fais-moi voir ton fameux Classroom. Okay. Qu'à cela ne tienne. Pour ceux qui n'ont pas spécialement, spécialement connu cette... comme ça. Quand on y arrive, bon, ça commence plus ou moins comme ça, sauf que c'est vide. C'est une vaste page blanche, donc on y crée ses cours. Il y a très peu d'icônes. Il y en a parfois qui ne sont pas convaincus parce qu'ils disent « ouais, mais il n'y a pas grand-chose ». Moi, j'aime bien quand il y a plein de paramètres, on peut faire plein de trucs. C'est assez simpliste hein, comme interface. Hein. Il y a un bouton plus. On rejoint un cours parce qu'on peut s'inscrire au cours de quelqu'un d'autre hein, ou créer un cours. Une fois qu'on a créé un cours, ça prend quelques minutes, hein, le temps de créer à peu près l'espace numérique, l'espace graphique, notamment. Bon, admettons, je pars en seconde 6. Donc, pour chacune de mes classes, j'ai un cours différent. J'ai commencé comme ça. Et pour certains enseignements particuliers, ça m'arrive de faire un cours à part. Par exemple, j'interviens aussi en MLDS, lutte contre le décrochage scolaire, et j'ai un module de compétences numériques à faire avec eux 2 heures par semaine. Donc, j'ai un cours pour eux à part. Le reste, c'est plutôt mes classes. Des classes pour lesquelles je crée un cours pour une année scolaire, parfois pour 2 années scolaires, notamment en BTS. Hein, j'ai une classe de BTS dont le référentiel s'étale sur 2 années. Donc, c'est le même cours pour les 2 ans et j'implémente au fur et à mesure. On part en seconde. Alors, la première chose qu'on fait après avoir créé son cours, c'est d'inscrire des élèves. Il y a 2 possibilités. Soit on les inscrit par invitation. Ils ont un code d'invitation qu'on trouve sur la première page d'accueil de votre espace Google Classroom, ou alors vous les inscrivez d'office. C'est plus rapide, c'est instantané ou presque, mais ça nécessite d'aller faire un tour du côté de votre fameuse console d'administration. Donc, une fois qu'on a son espace Google for Education, Google Workspace, il y a un administrateur, celui qui a participé à la mise en place. C'est l'administrateur principal, c'est celui qui a tous les droits sur l'interface. Et ils sont très nombreux, ces droits. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont verrouillées dès le départ et vous les déverrouillez au fur et à mesure en fonction des besoins, en fonction des risques, hein, notamment des risques liés à la sécurité. Mais bon, c'est quand même très sécurisé comme espace. Hein. On a très peu de chances de vraiment mettre à mal la sécurité de l'espace hein, qui nous est alloué. Vous devez créer des utilisateurs. Donc, vous pouvez créer des utilisateurs un par un. C'est un peu long. Ou vous pouvez envoyer un petit tableau Excel transformé en CSV pour envoyer la liste complète de vos élèves. Donc, il faut au minimum un nom, prénom, classe, une adresse email, à peu près. Une fois que vous avez ce tableau et que vous avez toutes vos adresses, vous les créez à l'intérieur de votre annuaire Google Workspace. Et ils apparaissent, alors ils peuvent apparaître en vrac, ils peuvent apparaître par unité organisationnelle, c'est conseillé. En général, pour les établissements, on fait une unité d'organisation pour chacune des classes. Alors, depuis 2017, je faisais ça tout seul. Donc, chaque année, je mettais à jour les comptes des presque 2000 utilisateurs. Et puis, bon, la presbytie me gagnant, je me suis dit, on va peut-être lâcher un peu et avoir des administrateurs secondaires. Donc, depuis cette année scolaire, la plupart des profs très consommateurs de cet outil, je leur ai donné un accès en tant qu'administrateur et c'est eux qui gèrent en ce moment la liste de leurs élèves. Il y a des élèves, des fois, qui se désinscrivent, qui partent dans un autre établissement. On doit supprimer les comptes de tous les élèves qui ont quitté l'établissement. Ils arrivent en seconde, ils repartent en terminale ou ils repartent à la fin du BTS. Et dans le contrat avec Google, on est censé supprimer leur compte en mettant des emails d'avertissement, sauvegarder vos données, etc. Attention, à la fin de l'année, ça disparaît. Et nous, on a cette obligation-là aussi pour le respect hein, des clauses de la RGPD. On n'est pas censé stocker des données personnelles d'élèves ou des données scolaires. Hein. Le travail qu'ils fournissent, les documents qu'ils transmettent à leurs profs, c'est la propriété intellectuelle et on doit effacer ça de nos bases lorsqu'ils ne sont plus dans notre établissement. Je reviens donc dans Classroom. On a notre liste
d'élèves créés dans l'interface d'administration de Google Workspace. On a notre liste d'emails dans notre petit tableau Excel ou Sheets ou peu importe le tableur ou dans notre Notepad. On vient dans Personnes, on ajoute et on fait juste un copier-coller de toutes les adresses en une seule fois en séparant les adresses par des virgules. C'est le petit détail qui fait que ça fonctionne ou pas. Tous les élèves apparaissent dans la liste et on peut commencer à travailler et à attaquer le vif du sujet et à commencer à poster des données. Alors, moi, typiquement, je crée des thèmes qui correspondent au chapitre. Je crée beaucoup de documentation, donc ça peut être des documents numériques, des activités, des exercices, des leçons. On peut aussi poster des questions pour inviter les élèves à réfléchir un peu de temps en temps pour réactiver certaines connaissances, hein. Des questionnaires et des devoirs à rendre numériquement. Bon, là, j'en suis encore à mes balbutiements sur la question des devoirs numériques parce que tout le monde n'a pas un accès régulier et de bonne qualité au numérique. Donc, je fais des tentatives de temps en temps, mais ça reste facultatif. Par exemple, là, depuis le début de cette période, j'ai une classe que j'ai quasiment plus vue depuis la rentrée de janvier parce que entre les formations, Ludovia, les réunions, les convocations, ouais, j'ai dû un peu plus travailler avec Classroom avec eux, donc c'était l'occasion. Hein. Donc, je leur ai dit, bon, faites ce que vous pouvez. Si vous arrivez à poster en numérique, c'est top. Si vous n'y arrivez pas, bon, vous pouvez encore me déposer dans mon casier, c'est toujours disponible, hein, mais ça leur met déjà dans une dynamique quand même un peu plus moderne, quoi, hein. Quelque part, il ne s'agit pas que de former à notre discipline, mais former aux outils numériques au sens large, hein. Donc, ils galèrent beaucoup, hein, pour prendre en photo leur feuille et la poster sur Classroom. Un des inconvénients peut-être à ce sujet-là de Classroom, c'est qu'il n'y a pas de réduction automatique des photos, de la résolution des photos et de la qualité. Eux, ils ont l'habitude, dans d'autres réseaux sociaux, Messenger, etc., à ce que lorsqu'ils postent une photo, en fait, il y a un moteur qui va venir compresser pour que ça passe assez rapidement. Et ce n'est pas encore le cas. C'est un point d'amélioration peut-être à faire dans Classroom, c'est qu'ils sont obligés de passer par une application qui va diminuer ou convertir en PDF avant de poster. Donc, c'est un petit frein actuellement que je rencontre, mais bon, on y va petit à petit, hein. J'ai même autorisé beaucoup d'élèves à travailler en binôme, hein. Je leur ai dit, bon, choisissez bien un binôme qui est connecté, hein. Mettez-vous d'accord, au moins un des deux. Voilà, on peut poster. Alors, si par exemple, je crée une documentation quelconque, bon, j'ai le titre, la description, les mises en forme, rattacher ça à un thème, c'est-à-dire à un chapitre, par exemple, attribuer à tous les élèves ou à certains élèves. Je peux importer des pièces jointes qui sont sur mon ordinateur, des liens quelconques, des liens vers des sites internet, vers des activités en ligne, vers des vidéos qui ne sont pas forcément les vidéos de chez YouTube, hein. En réalité, ces deux liens, options-là, un peu double, parce qu'on peut poster un lien YouTube et c'est automatiquement reconnu. Bon, alors c'est peut-être un peu d'autopromotion, un petit peu. Tout est stocké dans l'espace Google Workspace, c'est-à-dire les fameux 100 Tera de forfait. Donc, ça évite aux enseignants d'avoir à utiliser déjà un espace personnel, hein, pour revenir à la question du Gmail perso, parce que ça peut vite s'enflammer, hein, toutes ces ressources-là, hein. Et puis, le forfait gratuit est quand même assez limité. Quelques gigas, je ne sais plus trop, hein, mais ce n'est même pas 10 gigas, quoi. Et les devoirs numériques des élèves sont stockés aussi, hein. Si on va regarder du côté des devoirs des élèves, ça, c'est les tentatives de début d'année. On est au mois de novembre. J'ai posté, mais en fait, ils ont fait le travail en classe. Ça, c'est les tentatives de ces derniers jours. Alors, ils ont des exos à faire en ce moment. Certains l'ont remis avec plus ou moins de réussite. Alors, on peut aller voir les contributions. On peut mettre des notes, on peut ne pas mettre de notes. Bon, là, elle a rendu une pièce jointe qui n'a pas été… Hop, on va revenir là.
Certains élèves arrivent à renvoyer des pièces jointes numériques. Donc là, c'est une élève qui a rendu son travail sous la forme d'un document Google Docs qui prend beaucoup moins de place. La mise en ligne est quasiment instantanée. Il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de téléchargement. Ils ont l'application Google Docs et ils font leurs exercices là-dessus directement et ils postent simplement leurs documents. D'autres élèves, parfois, passent par les photos. On va peut-être en voir une par là. Voilà, elle a pris en photo différentes feuilles de son classeur et les a postées. Donc, ça lui a pris un peu plus de temps. Si les élèves rencontrent des problèmes, ils ont la possibilité de nous poster des commentaires. Ça arrive assez régulièrement. Ils disent « Ah, monsieur, j'arrive pas à envoyer ma pièce jointe. Est-ce que tu peux m'aider? Ou alors, est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux déposer dans ton casier ?» Donc, évidemment, là, on a tout de suite la notification. On peut répondre tout de suite. Donc, ça change la façon de travailler avec les élèves. Là, c'est sûr que depuis cette année, c'est surtout cette année que j'ai fait ça. Bon, on est connecté à eux en permanence. Ça pose aussi la question du droit à la déconnexion, c'est sûr. Dans ces outils-là, ce qui fait la force, c'est avant tout le fait de pouvoir communiquer en permanence avec eux, les débloquer. Parfois, c'est juste pour une pièce jointe, parfois, c'est une question. Ils ont le document, mais le prof peut avoir fait une faute de frappe. Il n'a pas été très clair dans sa consigne. Donc, il me demande parfois des précisions. Vous pouvez activer ou désactiver ce qui se trouve en première page, c'est un espèce de blog. Donc, ça va venir poster à chaque fois une annonce sur tout ce que vous avez publié. Les élèves peuvent réagir, c'est-à-dire, par exemple, là, bon, ils ont le droit de dire merci, ils ont le droit de dire à quoi ça sert, et puis je leur réponds et tous les élèves ont accès à ça. Donc, on a toujours en classe des élèves qui ont la parole facile, qui posent des questions, qui monopolisent parfois la parole et peut-être avec cet outil, certains qui ne prendraient pas, on va dire, oralement la parole peuvent facilement la prendre dans ces espaces-là, un peu moins exposés, on va dire, visuellement. Je reviens à ma présentation. Donc, la connexion, les espaces, les invitations, l'espace avec le flux, les différents documents. Il y en a qui se disent peut-être, ouais, mais nous, on a Pronote, on fait tout avec Pronote, je ne vois pas l'intérêt. Bon, j'utilise aussi Pronote. Pronote, c'est l'application institutionnelle. Il y a de gros avantages à Pronote. Il y a quelques inconvénients aussi. Moi, je ne suis pas satisfait actuellement, en tout cas. Même si Pronote a beaucoup évolué au fur et à mesure des années, je ne suis pas entièrement satisfait de son usage en termes de mise à disposition des documents pédagogiques, des évaluations, de l'interaction avec les élèves. Pour l'instant, je trouve qu'ils sont un peu en retard. Moi, alors, ce que je propose comme peut-être différence, qui m'ont fait préférer Google Classroom pour le travail pédagogique, bon, c'est la variété des outils, le fait que ce soit smartphone friendly. Donc, les élèves, en gros, ils peuvent presque travailler qu'avec leur smartphone. C'est un moyen de les détourner des autres usages un peu moins enrichissants intellectuellement, on va dire, pour ne pas citer tout ce qu'on entend actuellement. C'est simple, c'est esthétique. Ils ont mis des couleurs. Bon, ça a l'air de rien, mais ça participe au fait qu'ils prennent en main à un moment donné ces outils, parce qu'il y a des élèves qui refusent de prendre en main. Ils ont la possibilité. Mais je sais que parmi mes élèves, il y en a qui sont connectés, il y en a qui peuvent installer l'application, mais qui font un peu objecteur de conscience. Ils se disent non, je ne l'installe pas, je ne veux pas savoir s'il y a des devoirs à faire dessus. Comme ça, j'ai peut-être l'occasion de dire que je suis désolé, mais je n'ai pas pu le faire. J'en ai quelques-uns. J'espère en convaincre un peu plus chaque année. Le fait de partager les documents, comme vous le savez, on peut demander à un élève de nous mettre en commentaire un document de travail et au fur et à mesure, on les aide, on les accompagne. Ah non, cette partie, elle est un peu bancale. Ah oui, ça, c'est un bon argument, tu devrais développer un peu plus. Donc là aussi, c'est un travail en distanciel, mais que je trouve pertinent, efficace, pour peu qu'on veuille le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toujours le choix. On peut le faire, pas le faire. On peut accompagner beaucoup, comme on peut accompagner un tout petit peu.
Il y a des rappels automatiques. Quand je poste un devoir à une date donnée, l'interface Classroom envoie automatiquement un email aux élèves pour leur dire « Attention, il vous reste un jour. Attention, c'est le dernier jour. » Ce n'est pas moi qui le fais, c'est l'application. Ils reçoivent un mail. Et là, d'un seul coup, j'ai plein de messages. « Monsieur, comment tu fais l'exercice 2 ? Je n'ai pas compris. » faut s'attendre à ça aussi. Hein. C'est automatique. Style blog, qui est peut-être plus facile à utiliser, c'est-à-dire le fait de pouvoir poster des commentaires et des commentaires ciblés. Ce n'est pas comme un groupe de discussion où finalement tous les sujets sont mélangés et se noient dans le flow du groupe de discussion, comme un groupe Messenger, mais on a l'équivalent dans Google avec Google Chat. C'est bien et c'est pas bien les groupes de discussion à cause de ça et le fait d'être dans Classroom, on va parler d'un sujet sous la publication, le style blog. OK, bon, et après tout ça, ça rejoint aussi ce que les autres intervenants nous ont proposé au cours des ateliers. On peut brancher à Classroom tout un tas d'autres outils. Bon, là, c'est un échantillon de ceux que j'ai été regarder un petit peu de plus près, quoi. Et eux-mêmes ont fait en sorte d'être Classroom friendly. Donc, ils vous proposent une icône pour transférer le lien de l'application vers la classe de votre choix. C'est en un clic. Il n'y a pas à remettre, copier, coller la liste de ses élèves, créer une classe dans leur interface, parce que sinon, il faudrait créer une classe dans chacune de leurs interfaces. Et ça peut être décourageant au bout d'un moment, hein, copier, coller, copier, coller. Et là, en fait, non, c'est un clic et c'est synchronisé avec Classroom. C'est sympa. C'est pour ça que j'ai mis cette vignette. Hein, Google Classroom is like an airport taking you to a wide world of creative assignments. Ça ouvre des possibilités. Quizy, Speardeck, si vous ne connaissez pas. Alors, j'ai mis… J'ai mis en attente quelques onglets. J'ai commencé à utiliser Nearpod. Je ne pense pas qu'on en ait parlé au cours des autres interventions. Nearpod, il y a des ressources gratuites, il y a des ressources payantes, mais ça m'a beaucoup aidé pour démarrer mes premières activités en DNL. Hein, depuis 2 ans, je suis professeur en section européenne. Et du coup, j'ai eu à chercher des activités en anglais. Je ne suis pas professeur d'anglais, je suis professeur de physique-chimie. Mais j'ai un bagage en anglais, mais tout créer de zéro, ça peut être aussi décourageant. Hein, voilà, hein. Toutes les activités qui nécessitent de la créativité, du temps de conception, on n'en fait pas 10 à la semaine. Donc, à un moment donné, on a besoin de prêt à consommer, au moins pour les premières fois. Ça va devenir ensuite du prêt à modifier pour devenir du prêt à créer. Donc, Nearpod, là aussi, on peut choisir dans leur bibliothèque des activités, il y en a des centaines, si ce n'est pas des milliers. Un clic, c'est envoyé dans Classroom et les élèves ont un lien, ils savent qu'à telle date, ils auront cette activité et tout va être synchronisé. Nearpod, j'aime bien. Alors, j'ai mis aussi là, pour ceux qui sont en mathématiques, sciences, SVT, physique, chimie, les travaux de fetcolorado.edu. Donc, c'est des simulations, il y a des activités qu'on peut synchroniser. Et Quizzes, dont on a déjà parlé, pour ne citer que, hein, pareil, on peut créer une activité, la poster et l'envoyer dans Classroom. Je reviens et j'essaye de finir rapidement ma présentation. Hop. Des extensions possibles. Hein, je me suis dit, tant qu'à faire, dans Classroom, je me suis mis à numériser tous mes tableaux. Avant, j'écrivais beaucoup au tableau. Je faisais des kilomètres d'écriture au feutre, jusqu'à même aller jusqu'à l'accident de travail presque. J'ai souffert de tendinite dans les avant-bras. Écrire, effacer, écrire, effacer, écrire, effacer. À un moment donné, ça a fait des dégâts, hein, mine de rien. J'écris tout maintenant avec une tablette graphique que j'ai apportée avec moi. Hein. Ce style-là, c'est sans écran. C'est moins de 100 €. Je m'y suis mis depuis 2 ans. Tout ce que j'écris au tableau en classe est fait avec une application de tableau blanc, transformé en PDF, posté dans Classroom. Donc, ça me sert à moi, ça sert aux élèves absents, ça sert aux élèves distraits. Vous dire, mais il avait écrit quoi déjà à l'exercice 3 ? Bon, ça demande de la rigueur, hein, de faire ça systématiquement. Et puis, pour conclure sur jusqu'où on peut aller dans les usages de cet outil, on peut décrocher aussi des certifications auprès de Google, à s'inscrire à une certification authentique
de manière à être formateur sur les outils Google, pas que Classroom, hein. Et ça peut être un document à mettre à son CV personnel. Par exemple, peut-être que certains parmi nous ont envie d'aller postuler dans un pays à l'étranger. Ils vont regarder votre CV. Et si vous avez parmi les différents éléments qui le composent des certifications officielles Google Classroom, ça peut les intéresser, hein. Parfois, il y a des établissements scolaires, j'en ai vu un en Nouvelle-Zélande, tout le collège fonctionnait sous Google Classroom. Toutes les classes, tous les enseignants. Ils avaient décidé de proposer ça. Donc, si vous postulez dans un établissement de ce type-là, c'est une chose intéressante à mettre en avant. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à vous.